tous, nous allons pouvoir démarrer ce webinaire. Donc, je suis Fanny Soumpouyalé, je suis directrice technique de la NFE et je suis heureuse de vous présenter ce webinaire qui est proposé par nos 4 associations. Donc, l'AFEG avec Mickaël Briquet, le SINFEL avec Maud Raffin et l'AFPAP avec Bastien Zimble. Donc, avant de laisser la parole à Mickaël qui va démarrer cette présentation, je vais vous dire quelques mots quand même sur le déroulement de ce webinaire. Donc, nous avons choisi de le scinder en 3 parties. Une première partie pour resituer l'historique de la place des ergothérapeutes dans le dispositif. Cette première partie sera suivie d'un temps de questions-réponses. Puis une seconde partie que j'animerai qui sera consacrée plutôt à un focus sur la place des ergothérapeutes dans le dispositif, avec un certain nombre de points de réponse à des questions qui m'ont été remontées. De la même manière, il y aura un temps de questions dédié qui sera laissé suite à cette partie. Et enfin, Bastien interviendra pour lui faire un focus sur l'articulation entre l'AMO et les ergothérapeutes et tout ce qui relève du financement. Donc, nous vous encourageons à poser les questions qui sont relatives à ces différentes parties au fur et à mesure. Et je les poserai en direct. Maud, Mickaël et Bastien pourront y répondre ensuite durant ces 3 temps. Si jamais vous avez oublié à un moment donné, évidemment, de poser une question, vous pourrez toujours le faire à la fin. Il y aura quand même un temps conséquent à la fin pour échanger. Concernant la façon de procéder, donc vous avez en bas de votre écran la barre d'outils avec deux possibilités d'échanger avec nous. Le chat, que vous avez pour beaucoup d'entre vous déjà trouvé, puisque vous êtes salués, vous nous avez salués par ce biais-là. Donc le chat, c'est pour tout ce qui est élément de discussion. Et pour poser des questions, vous avez donc l'espace Q&R, questions et réponses, où là, je vous demanderai de centraliser justement toutes vos questions pour que nous puissions les poser le plus rapidement possible. Et sans attendre, Mickaël, je te passe la parole pour démarrer ce webinaire. Merci Fanny, merci pour coordonner ce temps d'échange. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, on a voulu commencer ce webinaire pour faire un petit rappel de contexte. Il y avait des choses qui existaient avant cette prime adapt, hein. Il y a l'ANA, la CNAV, le CARSAT avaient mis un dispositif qui existait depuis des années. Et c'est vrai que depuis maintenant quelques semaines, ma prime adapt occupe beaucoup de notre temps. Mais pour nous, membres de nos associations, ça nous occupe depuis presque 2 ans. Euh, suite au premier rapport sur le sujet de l'UBROUSSI, hein, qui en a fait de nombreux. Mais en tout cas, ce rapport qui a été publié en mai 2021 avait pour intérêt pour la profession qu'il marquait pour la première fois à ce niveau l'importance des interventions des ergothérapeutes dans le cadre de l'accompagnement des seniors dans le projet d'adaptation de l'habitat. C'est dans ce rapport de mai 2021 que Luc Broussy appelait à la mise en place d'une nouvelle aide qui pouvait associer les aides de la CNAV, les aides de l'ANA, du crédit d'impôt, en ce qu'il appelait donc ma prime adapt. Donc c'est à ce moment-là qu'on a entendu parler pour la première fois de cette aide prime adapt, qui à l'époque, selon le souhait de Luc Broussy, pouvait être alimentée financièrement et hébergée dans la 5e branche. Donc dans le cadre de l'assurance maladie, et c'est pas anodin de le dire là, parce qu'au final, sur cette proposition, ma prime adapt a été retenue, mais absolument pas dans le cadre de la 5e branche. Autre proposition forte qui a été faite dans ce rapport,
c'était la demande d'intégrer les ergothérapeutes dans ces process, avec cette proposition, pas de travaux sans ergothérapeute. Donc là encore, des choses ont été retenues, pas toutes. Mais en tout cas, c'était très marquant pour la profession de voir inscrit dans ce rapport, indépendant des ergothérapeutes, hein, puisque c'est pas un ergothérapeute qui a ce rapport, mais il y avait une forte demande de nous intégrer dans les process. Autre demande forte, le fait de doubler le nombre d'ergothérapeutes d'ici 2030. Là encore, je pense on en sera loin. Mais ça indique également, et ça questionne sur le fait du nombre des ergothérapeutes, de notre démographie professionnelle pour répondre aujourd'hui, aux besoins, des seniors, puisque vous connaissez bien le contexte démographique. Mais là, il y avait une question de se dire: «Est-ce que nous avons assez d'ergothérapeutes aujourd'hui qui travaillent en gériatrie et à domicile?» C'est un vrai sujet. Et une des propositions également qui était, l'ouverture du droit à la prescription des aides techniques par les ergothérapeutes, en sachant que les travaux étaient déjà engagés, mais depuis, ce rapport, le décret est sorti et effectivement aujourd'hui nous avons ce droit. Donc voilà, j'ai mis 4 propositions, hein, et vous avez vu, il y en a pléthore, mais en tout cas pour ce qui nous concerne, c'était important de l'indiquer là. Suite à ce rapport qui n'est pas resté, enterré comme beaucoup de rapports, le Premier ministre de l'époque, Jean Castex, au mois de septembre 2021, annonçait la mise en œuvre de cette prime ADAPT. Et c'est la première fois aussi qu'on pouvait entendre un Premier ministre parler d'ergothérapie, puisque lors de cette annonce, il indiquait bien que les personnes pourraient bénéficier d'un accompagnement par un ergothérapeute. Pour les plus vieux d'entre nous, c'est peut-être la première fois, je crois, qu'on entendait un Premier ministre parler d'ergothérapie. Là encore, ça nous a fait bien plaisir. Mars 2022, le gouvernement acte la mise en place de MaPrimeAdapt'. Vous voyez bien que là encore, on est sur du temps long. Et les associations, à l'automne 2022, s'inquiétant de ne rien voir venir sur l'ergothérapie, envoyé une lettre ouverte à la nouvelle première ministre de l'époque, Élisabeth Borne, François Braun comme ministre de la Santé, et Jean-Christophe Combe, pour s'assurer que les ergothérapeutes allaient bien intégrer le processus. Décembre 2022, lancement de la concertation avec les parties prenantes, collectivités, filière du bâtiment, filière médico-sociale et usagers. Voilà, donc nous, on a fait partie, en tout cas, dès le départ, des premières réunions. Un point qu'il faut comprendre, et c'est peut-être le plus important, euh, entre décembre 2022 et février 2023, donc il y a eu une poursuite des concertations, et il y a eu un arbitrage très fort qui a consisté à mettre l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, comme référence au niveau du portage de projet de MaPrimeAdapt'. Jusque-là, on pouvait penser que la CNAV, donc ministère de la Santé, pouvait porter le projet, ou ministère du Logement, puisque c'était à l'époque Emmanuel Vargon, du ministère du Logement, qui conduisait le projet avec Brigitte Bourguignon. Au final, c'est l'ANA qui a été choisie pour conduire le projet, donc ministère du Logement, et non pas la CNAV, ministère de la Santé et des Solidarités. Donc à ce moment-là, nous, on a bien commencé à comprendre que MaPrimeAdapt' allait prendre une orientation plutôt bâtie et non pas santé. Donc on a été vigilant par rapport à ça. On a commencé effectivement à s'inquiéter. On n'avait toujours pas de retour du ministère. Il faut savoir que le 10 janvier de cette même année, on a commencé à nous présenter les, euh, le premier process, tel que les choses devaient s'articuler. Et là, on s'est plus qu'inquiété puisque le mot ergothérapie n'apparaissait plus sur aucune des diapositives. Il avait été annoncé à l'époque que l'ergothérapeute pouvait intervenir, mais là, clairement, on voit intervenir le mot d'AMO qui devient obligatoire, mais plus de traces de l'ergothérapie. Donc à ce moment-là, nous qui étions présents dans les premières discussions, nous avons demandé donc à la direction générale du ministère du Logement qui était en charge de ma prime ADAPT,
d'avoir un groupe de travail dédié avec les ergothérapeutes pour qu'on puisse faire comprendre notre position et demander à ce qu'on soit intégré dans le process et non pas comme quelque chose qui pouvait être facultatif. Donc, en tout cas, on a été entendu à l'époque par Monsieur Bresson qui gérait cette direction et l'ANA, et donc avec l'aide de la filière Silver Economy. Le 24 octobre, nous recevons un courrier de Jean-Christophe Combe, ministre des Solidarités de l'époque. Je dis de l'époque parce que vous savez bien que depuis quelques années, on a quand même vu défiler bon nombre de ministres sur ces sujets. Et donc lui nous indique, et on ne le savait pas encore, mais c'était quelques semaines avant son départ, qu'il veillait à ce qu'il soit possible d'intégrer et de financer les interventions d'ergothérapie dans les travaux actuellement menés dans le cadre de MaPrimeAdapt. Donc, fort de ce courrier, nous sommes retournés, on va dire, au combat lors de nos réunions de travail pour avancer sur le sujet. Les réunions ont continué. Entre février et juin, plusieurs réunions de travail pour avancer sur les deux sujets, et notamment pour travailler sur quelque chose qui était important pour nous, c'était d'objectiver le besoin en ergothérapie. Puisqu'on nous avait bien fait comprendre à l'époque, et Madame Firmin-Lebaudot l'avait redit à plusieurs reprises, il ne voyait pas comment les ergothérapeutes pouvaient être systématisés dans le cadre de MaPrimeAdapt, puisque nous n'étions pas assez nombreux. On a eu beau expliquer que, en fonction de ce qu'on pouvait nous lire de la présence des ergothérapeutes sur le terrain, entre les différentes structures qui actent aujourd'hui, qui œuvrent déjà sur le sujet, entre la présence des ergothérapeutes libéraux. On avait à l'époque estimé que 4 équivalents temps plein par département d'ergothérapeutes pouvaient répondre aux besoins de la prime. En tout cas, ça n'a pas été entendu. Donc, Madame Firmin-Lebaudot avait réitéré le fait de dire, mais les ergothérapeutes, on en a besoin, mais pas que sur ce sujet-là. Donc, ils avaient exclu le fait de systématiser l'intervention de l'ergothérapeute dans le cadre de MaPrimeAdapt. Donc, nous, on avait acté cette décision, et c'était de se dire, OK, mais dans quel cadre un ergothérapeute intervient? On nous avait parlé des GIR 5-6, des GIR 1 à 4, sachant que ce n'est pas forcément des sujets qui sont très bien maîtrisés par les personnes avec qui on pouvait discuter dans ces réunions. Donc, on avait réussi à proposer un arbre décisionnel avec, et Fanny reviendra dessus, le sujet des personnes chuteuses, des personnes en perte d'autonomie. Et ce qu'on avait voulu nous aussi acter, c'était le fait que MaPrimeAdapt pouvait et devait servir aussi à aménager et adapter les logements pour les personnes qui travaillent dans ces domiciles, que sont les aides à domicile, les auxiliaires de vie, les aides-soignantes, les infirmières, qui peuvent aussi avoir un lieu professionnel qui soit aussi adapté à leur travail. Donc ça, on a réussi à l'obtenir dans l'arbre décisionnel. Et puis, on a aussi travaillé sur le fait que, eh ben, aujourd'hui, c'est l'AMO qui doit s'assurer de la nécessité de faire intervenir un ergothérapeute dans le cadre de ce qui a été appelé l'AMO complet avec Argo, mais Bastien reviendra dessus également. Donc voilà, donc on a distingué lors de ces travaux l'intervention de l'assistant à maîtrise d'ouvrage et l'intervention de l'ergothérapeute. Il y a un terme aussi qui est apparu, c'est ce fameux diagnostic autonomie logement. Alors là aussi, on leur a fait quand même comprendre que nous, on préférait parler d'autonomie de l'usager plutôt que de l'autonomie d'un logement. Donc là encore, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on s'adresse bien au ministère du Logement et qu'on n'a pas forcément le même disque dur, hein. Donc chacun a la compréhension de son vocabulaire. En tout cas, voilà, il a été acté dans le cadre de MaPrimeAdapt que l'AMO devra envoyer un professionnel au domicile pour établir ce fameux diagnostic autonomie logement et qu'il fera intervenir un ergothérapeute en fonction de cet arbre décisionnel. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'à ce jour, l'arbre décisionnel qu'on a pu vous diffuser, en tout cas dans le cadre de nos associations, n'est toujours pas mis en place sur la plateforme de l'ANA. Donc aujourd'hui, l'AMO
ne peut même pas s'appuyer sur cette arbre décisionnelle pour faire intervenir ou nous un ergothérapeute dans le cas de ma prime date, enfin ça depuis le 1er janvier. Mais ça, c'est des diapos qu'on a déjà pu vous faire passer. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le second semestre de l'année dernière, on n'a eu qu'une seule réunion. En fait, voilà, donc on attendait les arbitrages, notamment sur la tarification de l'intervention de l'ergothérapeute, puisque nous, on s'était appuyé sur de l'existant, notamment sur la tarification proposée par la CNAV, puisque en fonction des régions, on a des CARSAT qui peuvent financer entre 250 et 270 euros l'intervention des ergothérapeutes dans le cadre de l'adaptation de l'habitat, en sachant que la CNAV avait bien indiqué que puisque MaPrimeAdapt était portée par l'ANA, elle se désengageait totalement de l'évaluation par des ergothérapeutes sur le sujet de l'adaptation de l'habitat. Donc, il était acté que la CNAV, et je pense que c'est un point très important que tout le monde doit comprendre, c'est la CNAV qui s'est bien désengagée de financer l'intervention des ergothérapeutes. Et c'est l'ANA qui, pour la première fois, intègre le financement de l'ergothérapie dans son process. Et ça, c'est factuel. Jusque-là, l'ANA ne finançait pas les interventions des ergothérapeutes dans le cadre de la demande de subvention. Lors des présentations qui étaient faites jusque-là, on disait à chaque fois que, en fonction du profil de la personne, elle pouvait nécessiter l'appui d'un ergothérapeute. Et donc, nous, on a retravaillé là-dessus en leur disant que le vocabulaire était important et que ce n'était pas une option, mais que c'était une obligation. Et qu'en fonction donc, des critères de chute, d'hospitalisation et d'accompagnement par un aidant, la personne devait faire appel à un bilan d'ergothérapie pour s'assurer que le projet était bien en lien entre ses incapacités, ses capacités et le projet de travaux. Donc, ce n'est que fin décembre qu'on a réussi à obtenir enfin cette modification. Voilà un petit peu le contexte. Fanny reviendra sur le diaporama. Euh, voilà, je ne sais pas si vous avez des questions déjà, en sachant que nous, aujourd'hui, ce qui reste à travailler, c'est qu'on n'est pas que des observateurs. On a déjà demandé à ce qu'il y ait une réunion avec un rétex, un retour d'expérience d'ici la fin du premier trimestre, qui est une mise en œuvre officielle de l'arbre décisionnel sur la plateforme de l'ANA. On a encore envoyé un message la semaine dernière, enfin en début de semaine même, donc à la chef de projet Louise Faure de l'ANA, donc qui nous a bien réécrit l'arbre décisionnel, donc très bien, sauf qu'on n'a toujours pas de calendrier précis. Ça, c'est, voilà. Donc ça, aujourd'hui, on ne pourra pas vous dire à quel moment cet arbre décisionnel sera mis en place. On ne le sait pas. Le process entre l'AMO et l'ERGO, il n'y a toujours rien de clairement défini, hein. Il devait y avoir, pareil, la mallette de l'AMO, on l'attend, enfin, les AMO l'attendent toujours. On a aussi demandé, expliqué à ce que les espaces conseils France Rénovation, qui sont aussi localement très importants pour orienter les bénéficiaires vers les AMO, soient formés sur le sujet de la perte d'autonomie et avoir une connaissance aussi du rôle des ergothérapeutes. Ce qu'il faut aussi avoir conscience aujourd'hui, c'est que ces espaces Conseil France Rénovation travaillent depuis des années sur la problématique de la rénovation énergétique et qu'on leur a demandé depuis le début janvier de travailler sur la problématique de l'autonomie. Ces personnes ne sont pas formées. Voilà. Donc, là aussi, ça nous pose un problème et sur lequel il faudra que l'ANA travaille. Et enfin, c'est de demander un rendez-vous auprès de la CNAV au niveau national pour comprendre et pour savoir un petit peu quelle va être son orientation aujourd'hui nous concernant, puisqu'elle continue à financer des interventions d'ergo dans le cadre de l'évaluation des aides techniques. Elle continue à financer notamment des ergothérapeutes dans le cadre de l'évaluation des besoins des bailleurs sociaux, des locataires notamment, puisqu'ils sont exclus de MaPrimeAdapt. Voilà. Donc, il y a des choses qui sont encore en place. On doit aussi faire ce travail avec la GR Carco par rapport à Bien chez moi. Donc voilà, donc le travail pour nous, il n'est pas fini.
on continue de vrai tous les jours. Je peux vous dire qu'il n'y a pas une semaine où on n'envoie pas un message à l'ANA ou au ministère du Logement pour demander des modifications, des clarifications des situations. Et donc, on continue à le faire. Voilà, Fanny, je ne sais pas s'il y a déjà des Et questions. alors, il y a quelques remarques. Une première remarque de Nicolas Biard, donc, qui était dans la boucle à l'époque, puisque directeur technique de la NFE, qui précise qu'Édouard Philippe, Premier ministre, avait déjà parlé des ergothérapeutes dans un discours autour des PCO, donc en lien avec la stratégie autisme TND. Une remarque de Séverine de Cher, alors excusez-moi si j'écorche votre nom de famille, précisant un certain nombre d'opérateurs Habitat a déjà plusieurs ergots dans leur équipe et déposé des dossiers auprès de l'ANA sur le diagnostic et l'argumentaire ergo. Et enfin, plusieurs remarques sur le fait qu'effectivement, la publicité actuelle concernant MPA, enfin MaPrimeAdapt, à la télévision, est assez interrogeante et qu'elle fait un petit peu peur sur le besoin d'évaluation qu'il peut y avoir, étant donné qu'on voit une dame qui danse dans son domicile, quoi. Ouais, on n'a pas du tout été consulté sur cette communication, hein. Donc, là, celle-là, on ne l'assume pas vraiment. Mais effectivement, elle nous interroge. Est-ce que l'un de vous a des remarques ou des commentaires à faire sur ces petits points qui ont été soulevés ou pas? Ou alors j'enchaîne. Eh ben, c'est Tu bon peux pour moi. enchaîner, je pense, ouais. Ok. Merci. Alors on a quand même. Alors attendez. On a une autre remarque de Morgane Cheruel disant que dans mon département, l'ANA répond que l'ergo n'est jamais obligé, donc de faire jamais obligé d'intervenir, quel que soit l'arbre décisionnel. Effectivement, c'est un point, mais je pense que tu as évoqué, Michael, en disant que pour l'instant, c'est pas clair et ça n'a pas été affiché. Non, et puis c'est clair aussi qu'il n'y a pas d'obligation de faire intervenir un ergote. Il y a une obligation dans le cadre de cet arbre décisionnel. Ok. Alors, sur le Ton fait micro, Bastien. de... Ouais, pardon, Bastien, vas-y. On t'entend Bastien, pas. ton micro est coupé. Bastien, tu voulais réagir? On t'entend toujours pas. Tu es sur plusieurs écrans, Bastien. Je ne sais pas Ouais. si c'est normal. Ce qu'on va faire, Bastien, je te propose, tu es sur trois écrans, je te propose de te déconnecter, de te reconnecter. Et pendant ce temps, je vais faire état des réflexions qui sont arrivées entre-temps. Donc, les AMO n'ont pas que MaPrimeAdapt, mais les objectifs Rénov et compagnie également à gérer, qui ont complètement changé. Et donc, Laure des SARPS exprime le fait qu'elle se retrouve avec des AMO au bord du burn-out pour ceux de la fonction publique qui n'ont pas tous les documents et qui ont déjà, a priori, beaucoup à faire. Donc, autant dire que l'ergo passe au second plan. Oui, alors là aussi, ce qu'on peut dire, c'est que alors nous, on est toujours pressé que les choses se passent bien. MaPrimeAdapt, c'est un nouveau dispositif. C'est en place depuis le 1er janvier. Donc effectivement, il y a des délégations ANA qui ne sont pas encore prêtes. Nous, on a des retours de délégations qui n'avaient pas encore le logiciel à jour. Les commissions d'attribution de MaPrimeAdapt n'ont pas encore été établies dans bon nombre de départements. Donc effectivement, c'est compliqué pour ces délégations-là. Ce qu'on sait, c'est qu'on prend déjà du retard, puisqu'on a déjà des dossiers qui ont été déposés, qu'on n'a pas de date de commission. Ça ne règle pas le sujet de l'ergothérapie, hein, c'est vraiment là pour le coup un sujet purement administratif de leur côté. Et ça aussi, moi je trouve aussi que ça interroge aussi notre profession, hein, quand on dit que les délégations ANA ne connaissent pas les ergothérapeutes, que ce n'est pas leur problème. Effectivement, peut-être que ces délégations ANA aujourd'hui ont qu'une connaissance que très modeste de ce que nous faisons sur le terrain, de quelle est la nature de nos interventions, ce qu'on apporte aux bénéficiaires, ça c'est un vrai sujet. Autre sujet, c'est que la personne reste maître de son projet. Donc là aussi, au niveau de l'ANA, il est bien clair que l'ergothérapeute, c'est celui qui peut préconiser des aménagements, qui peut orienter la personne dans son projet, mais la personne reste maître de son projet. Et si la personne souhaite ne pas écouter les recommandations de l'ergothérapeute, c'est aussi son droit.
Et donc, c'est lors de la commission de l'ANAC que cette commission attribuera ma prime adap. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que des personnes qui n'écouteront pas les précautions de l'ergothérapeute pourront voir quand même leur projet aboutir et financer. Avant que j'enchaîne sur les autres remarques et questions, Bastien, est-ce que tu voulais du coup rajouter quelque chose? Oui, c'est bon, vous m'entendez? Oui. Ouais. Ah, très bien. Oui, en fait, ce que je voulais juste savoir par rapport à la personne qui disait que c'était pas que certains départements indiquaient que l'ergo n'était pas obligatoire si on peut avoir les territoires pour aussi pouvoir après nous faire remonter les choses et voir ce qu'il en est par rapport à tout ça. C'est l'ODE. Ok, merci. Alors, pour compléter un peu ce qui vient d'être évoqué, nous avons une remarque qui fait état du fait que effectivement les AMO étaient déjà bien occupés avec les demandes habiter mieux et qu'après échange avec eux sur ma prime adapt, ils ne se sentent pas forcément plus à l'aise sur le dispositif. On a d'autres questions. Une première question, y a-t-il une liste officielle des AMO pour ma prime adapt et est-ce que ce sont les mêmes que pour ma prime rénov? Non, il y a des listes, hein, les AMO, enfin les délégations ANA sont censées les avoir, les espaces Conseil France Rénovation sont censés les avoir, donc ça se met gentiment à jour, parce qu'on s'est aperçu qu'effectivement que c'était pas encore le cas, mais ça va se faire. Et non, ce n'est pas les mêmes que France Rénov. Les AMO qui travaillent dans la primaire doivent avoir l'AMO autonomie. Une Mais autre il peut y avoir les mêmes, hein. Il y a des AMO qui peuvent avoir les deux, hein. Une autre question, sur le nombre d'ergothérapeutes capables d'agir dans ces situations d'évaluation du domicile. Alors, c'est pas une question, pardon. Dans le 92, on a au moins 2 mois d'attente pour avoir accès à un ergo, donc ce qui est problématique. Puisque la plupart, enfin, ce qui est expliqué aussi, c'est que la plupart des ergothérapeutes en libéral font surtout de la pédiatrie. Alors oui, ça c'est un fait, effectivement, il y a beaucoup qui font de la pédiatrie, mais il y en a beaucoup qui veulent s'engager sur des suivis adultes et je pense qu'il y aura aussi des ergothérapeutes qui vont pouvoir y répondre, même si aujourd'hui il y a un gros délai d'attente pour la pédiatre, ce sera quelque chose de différent. Alors, il y a une question que je ne comprends pas forcément. Comment situer l'intervention de l'ergothérapeute qui préconise à domicile? Il doit manquer un mot. Et les AMO requises pour l'ANA, ma prime adapte. Je ne sais pas si vous comprenez mieux la question ou si peut-être qu'il faut la reformuler. Euh, Je pense comprendre un peu la question, c'est ouais. que les ergothérapeutes, ils peuvent être appelés en amont de l'entreprise ou parfois en aval. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le projet de la personne a pu faire appel déjà à son entreprise, qui lui a proposé déjà un devis, elle a vu le projet, propose un devis, et puis elle lui indique qu'il va falloir un AMO obligatoire, et cet AMO euh, décide de faire passer un ergothérapeute par rapport à ce qu'il a compris de la personne. Donc on a des ergots qui interviennent effectivement alors qu'un projet a déjà été défini par la personne. Et donc, on a des AO qui disent, oui, mais quel est notre rôle là-dedans? Bah, effectivement, c'est l'AMO qui doit effectivement derrière faire le lien entre l'entreprise, la personne et l'ergothérapeute pour coordonner le projet. C'est vrai que c'est beaucoup plus confortable pour l'ergothérapeute d'intervenir avant l'entreprise. Ça, c'est un fait. Mais en fait, on va avoir plusieurs cas de figure et on est en train de les traîner. Euh, voilà, donc il faut aussi que les ergothérapeutes apprennent à discuter avec les AMO, apprennent à discuter avec l'entreprise. Les uns les autres ne s'opposent pas, mais doivent travailler ensemble. Et là aussi, bah, ça demande une certaine formation, ça demande une certaine expérience de ce travail, parce qu'il n'est pas toujours facile. Ça demande du temps, parce que ce travail de coordination, bah, c'est aussi chronophage, mais c'est indispensable. Alors, je vais prendre 2 autres questions. Après, on va continuer. Et s'il reste des questions, n'hésitez pas à les reposer à la fin. Je vous encourage encore une fois à utiliser le questions et réponses, là, le QR, plutôt que le fil de commentaires, parce qu'il y a de plus en plus de commentaires et je risque de perdre les questions. Donc, ouais, on a 3 questions. Est-ce un ergothérapeute qui accompagne la personne dans le cadre d'un SAMSA SAVS peut être sollicité? Oui, en fait, un AMO, si la personne arrive déjà avec son bilan ergo qui est bien en lien avec le projet d'adaptation,
il prend le bilan ergo. Si c'est l'ergo hospitalier du centre de rééducation qui a fait le bilan, l'AMO va prendre ce bilan-là, en fait. Donc oui, tout à chacun peut établir le bilan ergo, en fait. Donc, comment un ergothérapeute voulant participer à MaPrimeAdapt candidate-t-il auprès de qui? Libéral ou salarié? Il candidate auprès des structures qui peuvent éventuellement travailler avec lui ou qui peuvent effectivement faire intervenir des ergots, je dirais, sur les différents départements. Voilà, je pense qu'il y a un certain nombre d'AMO aujourd'hui qui travaillent avec des ergothérapeutes libéraux pour du coup intervenir là-dessus. Voilà, du coup, ce qu'il en est. Et j'ai vu qu'il y avait une question aussi avec potentiellement, en gros, en lien avec un référentiel d'ergothérapeute. Alors pour l'instant, c'est clairement pas encore le cas et c'est effectivement à l'AMO de pouvoir avoir le réseau et orienter vers les ergothérapeutes. Mais effectivement, aujourd'hui, du coup, il n'y a pas encore de liste officielle par rapport à cet élément-là, comme on a pu l'entendre il y a un petit temps. Alors, je vous propose de continuer et de prendre les dernières questions dans le fil des autres temps de questions. Alors, attendez 2 secondes, je vais vous partager mon écran du coup. L'objectif, c'est pour moi de revenir sur certains points qui m'ont été posés et sur certaines questions qui nous ont été remontées. Et notamment, une des remarques ou une des questions qui était dans le fil de discussion tout à l'heure. Déjà, pour cibler quel est le public qui peut bénéficier de MaPrimeAdapt. Donc, comme il a été dit très justement, il ne s'agit pas que des personnes âgées, même si c'est une cible importante, voire prioritaire. MaPrimeAdapt concerne les personnes de 60 à 69 ans avec un girage et les personnes à partir de 70 ans. Mais elle concerne aussi les personnes en situation de handicap sans condition d'âge, avec également la dimension du fait qu'il faut que ces personnes soient soit propriétaires, soit locataires et avec une condition de revenu importante aussi, puisque ça concerne essentiellement les revenus modestes et très modestes. Ça concerne uniquement que les revenus modestes et très modestes. Je reviens sur cette question du girage, parce que c'est une question effectivement qui a été posée à plusieurs reprises. Quelle est la pertinence de réaliser un girage pour les personnes de 60 à 69 ans, puisque finalement, tous les GIR sont pris en compte? L'idée derrière, qui est défendue en tout cas, c'est de rentrer ces personnes-là dans un dispositif de prévention et surtout dans l'idée d'identifier parmi ces personnes celles qui peuvent présenter des pertes d'autonomie précoces. C'est-à-dire de pouvoir, dès le départ, les orienter vers d'autres dispositifs, le cas échéant. Mais effectivement, la manière dont c'est formulé n'est pas forcément très pertinente. Donc, concernant aussi la place des ergothérapeutes dans le dispositif, un élément qu'il faut avoir en tête est celui de l'objectif de quantification qui a été évoqué par le gouvernement, qui est celui de toucher le maximum de foyers possibles pour pouvoir réaliser ces adaptations de logement. Ce qui implique, si on prend ces critères-là, de ménages revenus modestes et très modestes, sans condition d'âge et sans condition de handicap, on a déjà 30% de la population. C'est quand même une masse effectivement importante de population qui est concernée par le dispositif. Je reviens également sur l'articulation entre les acteurs et sur la façon dont le dispositif se déroule. Donc le demandeur, parce que c'est une question qui m'avait été aussi renvoyée,
Le demandeur doit être à l'initiative de la demande MaPrimeAdapt', même s'il peut être aiguillé en cela par différents acteurs, différents intervenants. Ça peut être, encore une fois, les ECFR, ça peut être l'AMO, ça peut être le guichet autonomie, ça peut être des professionnels du secteur médico-social, encore une fois, différents interlocuteurs, mais il faut que la demande émane du bénéficiaire en question. Comment, après, dans le déroulé du dispositif, va-t-il pouvoir justement contribuer financièrement à ces travaux? Là aussi, c'est une question qui a été remontée plusieurs fois. Le bénéficiaire peut faire une demande d'avance et une demande d'acompte, puisque, encore une fois, la plupart des bénéficiaires, enfin l'essentiel, les bénéficiaires, je vais y arriver, n'ont pas les moyens de financer des gros travaux d'aménagement. Donc, une fois que le demandeur fait sa démarche, il est mis en contact par un AMO qui va jouer le rôle de coordinateur. Cet AMO, son rôle, c'est de réaliser un diagnostic autonomie du logement, mais aussi d'assurer la mise en place du plan de financement et la mise en lien avec d'autres types de professionnels, donc les artisans pour la réalisation des devis et des travaux, mais aussi, si pertinent, encore une fois, avec l'ergothérapeute pour un avis complémentaire au diagnostic autonomie logement. Et si pertinent là aussi, s'il voit qu'il y a d'autres difficultés, avec une équipe pour une évaluation globale, une évaluation de la personne à 360 degrés, comme l'intitule l'ANA. Je vais m'arrêter plus spécifiquement justement sur ces différentes typologies de diagnostic. Donc, l'AMO, encore une fois, son objectif, c'est de prendre en compte la dimension globale de la personne. Bastien, je vais pas marcher sur tes plates-bandes, je sais que tu compléteras ça tout à l'heure. Mais l'idée, c'est que l'AMO va prendre en compte aussi autant que possible l'entourage professionnel et familial de la personne dans son diagnostic pour faire des préconisations, pour proposer un dossier d'aménagement du logement. L'ergothérapeute, dans ce contexte-là, peut être convoqué pour donner un avis complémentaire, mais qui va être un avis, encore une fois, en lien avec le cadre bâti. Donc, l'ergothérapeute, à aucun moment, son rôle n'est de réaliser l'évaluation de la personne à 360 degrés, puisque celle-ci va relever d'un autre type de prestation. Donc, je pense que c'est un élément, là aussi, qui répond à un certain nombre de questions autour du rôle de l'ergothérapeute dans ce dispositif. Encore une fois, l'ergothérapeute, il vient en complément du diagnostic réalisé par l'AMO. L'arbre décisionnel qui doit conduire à l'intervention de l'ergothérapeute dans le cadre de MaPrimeAdapt'. Donc, on vous le remet là. Pour les moins de 80 ans, il s'agit de personnes qui ont chuté et qui ont eu une hospitalisation, une perte d'autonomie dans les 6 derniers mois et qui ont un accompagnement. Pour les plus de 80 ans, c'est une chute dans les 6 derniers mois ou bien un accompagnement. Et dans les deux cas, il ne faut pas qu'il y ait eu un rapport d'ergothérapeute préalable dans les 6 derniers mois. Donc, si c'est le cas, à la limite, c'est plutôt au bénéfice de la personne en question, puisque ce rapport d'ergothérapeute préalable, pour le coup, peut prendre en compte beaucoup plus de dimensions que s'il arrive dans un deuxième temps. Voilà pour les petits points de précision. Je reprends le fil des questions autant que possible. Nous avons une question. Alors, sur le tarif de l'intervention de l'ergothérapeute, je propose que cette question du tarif des 200 € à négocier avec les AMO, Bastien, tu la traites tout à l'heure.
Parce que Oui. ou tu la traites maintenant? Oui, je peux la traiter après. Enfin, je peux la traiter tout à l'heure quand j'aurai. J'essaie de répondre en même temps à certaines questions dans le chat. Mais Oui, oui, j'ai oui, vu je peux. qu'il y en avait beaucoup, donc c'est pour ça que j'ai essayé d'aller vite. Ouais. Donc, comme tu veux, soit tu y réponds maintenant, soit... Ah, alors, effectivement, après, j'aurais une diapo par rapport à ça, que du coup, on pourra en reparler. Mais en gros, au niveau de la tarification de l'AMO, il y a trois grandes tarifications, 350, 600 et 800, ce qui est la partie de l'AMO avec Ergo. Donc, c'est là qu'intervient effectivement la prestation de l'ergothérapeute et qui, effectivement, aujourd'hui, a été du coup validé par du coup l'ANA et par la Primadapte à 200 euros au niveau de l'intervention de l'ergothérapeute. Voilà. Après, si des ergothérapeutes veulent négocier avec chaque AMO, libre à eux de négocier avec chaque AMO une tarification éventuellement supplémentaire. Voilà. Que veut dire aidant au quotidien, familiaux ou professionnels? Est-ce qu'il s'agit d'un aidant de tous les jours? Je peux répondre si vous voulez. Alors, aidant professionnel, ça peut être effectivement dans le cadre de l'APA. Après, ça peut être aussi l'entourage familial qui est pris en compte dans la mesure du possible, encore une fois, par ce diagnostic. Est-ce qu'une personne majeure vivant chez ses parents propriétaires peut bénéficier de MaPrimeAdapt vu qu'il n'est pas lui-même directement propriétaire? Alors, du coup, c'est possible en tant qu'occupant à titre gratuit. Du coup, à partir du moment où il est occupant à titre gratuit chez les parents, par exemple, c'est possible. Par contre, il faudra prendre les revenus fiscaux de l'ensemble des personnes vivant dans le foyer. Voilà, donc c'est possible sur cet élément-là si il est occupant à titre gratuit. Est-ce que le dispositif pourra aussi être utilisé pour l'aménagement du domicile des enfants en situation de polyhandicap en complément des dossiers MDPH? Oui, Ça fait partie des oui, c'est critères possible, c'est cumulable. d'éligibilité. Ouais. C'est cumulable en fonction encore une fois, des revenus revenus fiscaux de référence euh, des occupants. Il y avait une question aussi par rapport aux personnes qui n'étaient pas bénéficiaires de MaPrimeAdapt. Les revenus intermédiaires peuvent aussi bénéficier du crédit d'impôt. Autre question, quelles sont les informations obligatoires dans le compte-rendu Ergo? Ça, c'est une question assez récurrente aussi. Ah, peut-être qu'on peut commencer à y répondre, Fanny, en disant que justement, Vas-y. on souhaite créer un groupe de travail interassociation pour travailler effectivement sur des conseils de bonne pratique dans le cadre de MaPrimeAdapt, puisque aujourd'hui, factuellement, il n'existe pas de bilan ergo type MaPrimeAdapt. Donc, qu'est-ce qu'on doit mettre dans ce bilan, en sachant que l'ANA, elle, attend de l'ergothérapeute que cet ergo fasse le lien entre le problème de la personne et le projet travaux. N'attend pas qu'un ergothérapeute fasse des préconisations d'aide technique, fasse du conseil vis-à-vis des aidants, fasse du conseil vis-à-vis de tel ou tel service sur la téléassistance, etc. Ce n'est pas son problème. Elle, le problème de l'ANA, c'est j'ai besoin d'un avis ergo entre le problème de la personne et le besoin de travaux. Et ça s'arrête là, en fait. Et c'est vrai on a plusieurs retours d'ergothérapeutes. On doit faire un bilan complet, ça prend X temps et on est payé que 200 euros. En fait, je ne sais pas, moi, ce qu'il faut mettre dans ce bilan pour être payé 200 euros. Et je pense il y a peut-être aussi beaucoup de fantasmes sur le sujet. On doit se réunir pour dire quel est le travail de l'ergo dans ce cadre-là précis. Et c'est pas un travail sur la prévention des chutes, c'est pas un travail sur la mise en place des aides techniques et autres. Ce n'est que dans le cadre de MaPrimeAdapt. Et ça change beaucoup de choses. Je pense que ça répond à un certain nombre de remarques et de questions sur quel est le rôle du coup de l'ergo, pourquoi il n'est pas dans le dispositif 360 degrés, euh, quelle est la pertinence du coup de son apport s'il n'intervient pas sur une évaluation globale des besoins en lien avec cet aménagement, cette adaptation du domicile. Je ne Pour sais s'y pas du coup répondre, je si tu pense veux que ça, on peut compléter. le prouver. Encore une fois, on travaille avec des personnes, on travaille avec l'ANA. L'ANA, les ergothérapeutes, elles voient ça de très loin. Si on avait travaillé avec la CNAV, je pense que ça aurait été plus facile, mais c'est un fait, on travaille avec l'ANA. Donc c'est à nous, ergothérapeutes, de prouver
quel est notre rapport dans le dispositif. C'est pas le dispositif qui va tout nous apporter sur un plateau en disant les ergothérapeutes, vous êtes les meilleurs, vous avez déjà tout prouvé, donc on a besoin de vous. C'est plutôt l'inverse. En fait, en gros, ils ont ouvert la porte aux ergothérapeutes parce que, encore une fois, ce n'était pas gagné au départ. Ils ont ouvert la porte aux ergothérapeutes et c'est donc à nous de prouver ce que l'on peut apporter à nos bénéficiaires, ce qu'on peut apporter aux entreprises, ce qu'on peut apporter à l'AMO pour qu'un dossier puisse euh, être établi de la meilleure des façons, qu'on amène le meilleur service possible. Je pense que c'est un vrai travail qu'on doit aujourd'hui réaliser. Donc, une recommandation générale pour le bilan ergo, hein, je rebondis sur une question qui est dans le chat. Effectivement, l'objectif, c'est d'y travailler à partir de maintenant. Sur les questions autour du dispositif, du diagnostic, pardon, AMO et de la formation de l'AMO, je laisserai Bastien y répondre dans la suite du webinaire. Une question sur est-ce que si l'aide qui est apportée est réalisée par un aidant familial 1 à 2 fois par semaine, ça rentre, ça fait quand même par rapport à l'arbre décisionnel où il faut un accompagnement par un aidant pro ou un aidant au quotidien, est-ce que ça fonctionne? On espère. Maintenant, encore une fois, il est pas mis en place sur la plateforme. Nous, c'est ce qu'on a demandé. Mais entre ce qu'on a demandé, ce qu'on nous a dit qu'on allait faire et ce qui à la fin apparaît, il y a quelquefois des écarts. Donc, c'est ce qu'on a demandé. On espère. Et là aussi, on sait pas, ce qu'on ne sait toujours pas, c'est est-ce que c'est la personne qui ira cocher des cases sur ce questionnaire sur la plateforme et automatiquement, ça fera intervenir enfin, ça demandera à l'AMO de faire intervenir un ergothérapeute. Est-ce que c'est l'AMO qui complétera cette case? Est-ce qu'il n'y a pas des entreprises qui diront, bah, effectivement, pour régler ce problème-là, on a vu, il y a 2 mois de délai, bah, si vous voulez pas d'ergo, vous répondez oui à toutes les réponses, comme ça, il n'y a pas de problème, vous n'aurez pas d'ergo. Enfin, voilà, il y a toujours aussi des personnes qui voudront contourner le système, parce que cet arbre décisionnel, il a des qualités, mais il aura aussi ses défauts en disant, bah, on sait comment contourner les choses. Là aussi, ça sera l'AMO, malgré tout, de faire le tri entre ceux qui voudront passer à travers et ceux qui respecteront les choses, hein. Il y a aussi des remarques sur le fait que certains AMO demandent trop aux ergos, a priori, puisqu'ils demandent de faire des précaux, des plans, par rapport à ce qui semble être la demande dans le cadre de MaPrimeAdapt. Euh, ça relèverait plus de leur fonction à eux si on suit le dispositif. Bah, tout dépend en fait qui intervient et dans quel cadre on intervient. C'est-à-dire que j'ai vu des questions en lien avec le fait que quand il y a un ergo, il fait le travail de l'AMO. En fait, ce qui se passe par rapport à ça, c'est qu'effectivement, il est possible que l'ergothérapeute fasse le diagnostic, du coup, entre guillemets, ce qu'ils appellent autonomie logement, en parallèle de son diag classique d'ergo, étant donné qu'il va au domicile et qu'effectivement, il est capable de faire la mission dans sa globalité. Et qu'en fait, au sein d'un rapport d'ergo, de manière classique, les notions qui sont demandées dans un diagnostic autonomie logement sont celles que l'on récupère déjà dans un diagnostic d'ergo de manière classique. Donc, c'est où peut être demandé des éléments complémentaires en général. Quand l'ergo intervient, c'est pour venir apporter un complément à ce que n'apporte pas le diagnostiqueur autonomie logement dans un contrat d'AMO de manière classique. Voilà, c'est aussi cet élément-là, c'est-à-dire que aujourd'hui, effectivement, quand il y a l'intervention de l'ergo, effectivement, il y a une demande d'avoir un rapport forcément un peu plus poussé, adapté. Et on en parlait encore il n'y a pas très longtemps avec Mickaël de savoir mais qu'est-ce que ça veut dire exactement. Et c'est des sujets sur lesquels on est en train de travailler, comme il l'a dit. Mais qu'effectivement, aujourd'hui, il y a effectivement une notion de pouvoir apporter une plus-value et de montrer surtout qu'on est capable d'apporter une plus-value. C'est-à-dire que notre objectif aussi, c'est de montrer par du coup par des faits réels, par des chiffres réels, enfin voilà, en faisant après, du coup, en analysant un petit peu tous ces différents éléments, de montrer que l'intervention de l'ergo a un réel impact pour
l'usager final, et qu'effectivement, c'est pas juste une lubie qui a été demandée du coup auprès des différents acteurs, euh, aussi bien au niveau ministère du Logement, ministère des Finances, et ministère de la Santé, que c'est pas juste on fait intervenir un ergo pour faire intervenir un ergo. C'est parce qu'il apporte quelque chose en plus que la personne n'aurait pas si on était simplement passé par un diagnostiqueur classique. Et c'est vrai que l'ergo est le seul à avoir cette vision de santé au regard des bénéficiaires. Et notre plus-value, elle va venir permettre un éclairage sur la demande initiale du bénéficiaire sur des travaux. Là, on travaille en complémentarité de l'AMO, mais nous, on a un regard supplémentaire qui permet d'apporter une pertinence à la demande qui sera voulue à la base par le bénéficiaire. Alors, on a beaucoup de questions sur les AMO. Bastien, je te propose de prendre la parole. Et puis, du coup, je vais trier toutes les questions qui n'ont pas obtenu de réponse encore. Et on essaiera de répondre à un maximum de questions dans le dernier temps de questions. Ok, parfait. Alors, du coup, je vais faire une rapide présentation de l'AFPAP parce que du coup, c'est pas forcément, je pense, très connu pour le monde de l'ergothérapie. Donc, du coup, je vais faire rapidement une présentation de l'AFPAP. Du coup, effectivement, on représente via l'AFPAP, du coup, les assisteurs à maîtrise d'ouvrage. Et donc, du coup, l'AFPAP, ça a été créé en 2005, du coup, à la suite de la loi du 11 février 2005. Et du coup, l'AFPAP, c'est quoi? C'est l'Association française des professionnels de l'accessibilité. Et du coup, il y a un peu moins de 80 membres avec, comme vous le voyez, du coup, une répartition sur un certain nombre d'acteurs. Donc, du coup, il y a des personnes qui vont travailler sur la formation, la sensibilisation des publics en situation de handicap. Il y a environ 12% sur des fabricants, donc des fabricants de tout ordre. Ça peut aussi être bien sur des barres d'appui, des receveurs de douche, mais aussi sur des éléments de fauteuil roulant, sur des éléments en lien avec des appareillages auditifs, sur des accessibilité, sur l'accessibilité pure et dure. Voilà, donc un certain nombre de fabricants, un certain nombre de distributeurs aussi qui du coup, peuvent permettre de proposer des solutions, des personnes qui travaillent sur l'accessibilité au numérique, parce qu'effectivement, de plus en plus, il y a des éléments, des sollicitations autour de cette question-là, de l'accessibilité au numérique. Et puis des installateurs qui vont effectivement mettre en place les différentes solutions qui existent. Et du coup, un peu plus d'une vingtaine de pourcents de bureaux d'études qui effectivement représentent aujourd'hui du coup notamment les assisteurs à maîtrise d'ouvrage, dont on fait partie et qui effectivement sont, qui sont nommés, je dirais, comme étant le tiers de confiance dans le dispositif MaPrimeAdapt pour aller accompagner les usagers sur leur projet. Euh, Quelques éléments de travaux rapidement. Donc, en gros, il y a l'objectif de l'AFPAP, c'est de faire respecter la charte éthique de la profession. Donc, effectivement, de pouvoir faire en sorte que les pratiques soient mises en place correctement et qu'il y ait des bonnes pratiques au quotidien. De pouvoir organiser des échanges de bonnes pratiques, justement, et de promouvoir l'innovation dans le domaine de l'accessibilité, du coup, au plus grand large au plus grand nombre, pardon, et puis après de représenter toutes les professionnels de l'accessibilité auprès des pouvoirs publics, acteurs privés et associations, pour effectivement justement faire avancer et remonter l'ensemble des différents éléments que l'on peut avoir sur le terrain. Au niveau de MaPrimeAdapt, plus précisément, et c'est effectivement l'objet des différentes questions, le rôle de l'AMO, du coup, il est relativement simple. Du coup, il repose sur un accompagnement donc, qui est obligatoire par l'AMO dont on a parlé. Et son rôle, effectivement, il est de pouvoir réaliser un diagnostic autonomie logement au sein du domicile de la personne et après de construire avec elle et de pouvoir l'accompagner et l'informer tout au long de son projet des différentes étapes et des différentes missions qu'il pourra mettre en place. Au niveau de ces missions, en gros, il y a du coup 5 grandes missions. Une mission qui est liée du coup à l'accompagnement, qui va permettre de construire son projet, de monter son dossier administratif et tout en s'assurant que le reste à charge, et du coup, il va être compatible avec les ressources du ménage. Donc, il va y avoir toute une partie d'accompagnement et d'études. Toute une partie d'information, du coup, pour informer la personne sur ses différents droits
au niveau de l'adaptation de logement et effectivement pour qu'il puisse être correctement, qu'il puisse prendre les bonnes décisions avec les bonnes informations qui pourront lui être transmises. Toute une partie de conseils, effectivement, pour permettre, effectivement, comme c'était indiqué, notamment en tiers de confiance, de pouvoir informer la personne sur son projet, sur les artisans, sur effectivement les matériaux, etc., etc. Donc, tout cet accompagnement-là. Effectivement, avoir une connaissance et du tissu local, donc des évaluateurs, des artisans. Donc ça, c'était un peu une question qui revenait tout à l'heure de savoir comment, du coup, l'ergothérapeute pouvait intervenir. Ben, effectivement, si c'est sur votre territoire, vous souhaitez intervenir, il est important de regarder quels sont les AMO qui interviennent sur votre territoire et effectivement vous rapprocher d'eux pour bah, éventuellement voir avec eux si, lorsque un ergothérapeute doit intervenir, vous pouvez être dans le réseau pour effectivement être mandaté pour intervenir avec eux. Et puis après, toute la partie de sécuriser et rassurer le ménage pendant toute la démarche, puisqu'effectivement, il faut quand même savoir et avoir en tête que c'est des démarches qui prennent un petit peu de temps, ça ne se fait pas en 2 jours. Voilà, il y a quand même un certain nombre de démarches techniques, administratives à réaliser. Il y a des attentes de commission pour obtenir les financements. Donc, du coup, effectivement, ça prend du temps. Et donc, effectivement, il faut pouvoir être tout le temps présent pour les réassurer et les sécuriser tout au long du logement. Donc voilà, et donc du coup, comme on posait la question tout à l'heure du diagnostic du logement, du coup, il a pour objectif d'établir un projet de travaux qui va permettre de garantir l'autonomie de la personne et de l'orienter vers les acteurs compétents pour répondre à ses autres besoins. Et comme on l'a évoqué, un ergothérapeute pourra être associé à la construction du projet si les besoins de la personne le nécessitent. Voilà, et ça, on va le voir juste après. Donc, comme vous le voyez ici, donc là, les grandes missions de l'AMO, je ne vais pas revenir en détail sur toutes les missions de l'AMO. Nous, ce qui nous intéresse surtout aujourd'hui, c'est l'AMO complet avec ergothérapeute, qui effectivement va avoir pour objectif de pouvoir faire intervenir l'ergothérapeute du coup, dans le départ du projet. Comme l'ont dit Mickaël et Fanny, effectivement, aujourd'hui, l'arbre décisionnel qui a été travaillé par les différentes associations n'est pas encore fonctionnel. C'est-à-dire que du coup, il a été créé, il existe, mais sur la plateforme, il n'est pas encore fonctionnel. Et donc, effectivement, aujourd'hui, quand j'entends dire qu'il y a des ergots qui, sur certains territoires, évoquent que l'ergot, effectivement, n'est pas obligatoire, c'est parce qu'effectivement, aujourd'hui, rien ne permet à l'AMO de dire si l'ergothérapeute va être mis en œuvre et surtout s'il va être financé. Et ça, c'est aussi une réelle question qui se pose aujourd'hui de savoir si on va après, si on fait intervenir l'ergothérapeute, est-ce qu'il va être financé une fois que l'arbre décisionnel sera mis en place. Donc voilà, donc après, ça, c'est, je dirais, chaque AMO qui regarde ce qu'il en est par rapport à ça. Je sais que chez nous, mais aussi du coup du côté de chez Mickaël, on fait déjà intervenir des ergothérapeutes, que ce soit dans les AMO complets ou avec Ergo ou les AMO complets tout court, pour les diagnostics autonomie logement. Voilà, donc ça, c'est un sujet où effectivement on a vraiment pour vocation et pour souhait de faire intervenir les ergos sur ces missions. Voilà, mais effectivement aujourd'hui, il ne faut pas forcément non plus trop s'inquiéter si tous les AMO ne le font pas aujourd'hui, puisque ce n'est pas encore réellement mis en œuvre au niveau de cet arbre décisionnel et qu'effectivement, on n'a pas forcément encore toutes les clés entre nos mains pour pouvoir effectivement faire intervenir l'ergo avec certitude dans les projets. Pour juste, du coup, si vous, voilà, quelques grandes missions au niveau de l'AMO. Une première mission, du coup, dans les grandes étapes, il y a l'étape de point de contact, donc pour effectivement faire le premier échange avec la personne. L'étape de définition du projet de travaux, donc ça va être le diagnostic au domicile. L'étape de vérification du dossier pour effectivement vérifier que tout est OK, qu'il est en cohérence avec le projet de la personne et qu'effectivement, voilà, le devis et le diagnostic sont bien en cohérence, sont bien conformes et qu'effectivement la personne est bien OK avec ce projet. Toute une partie d'ingénierie financière, du coup, autour de, bah, voilà, par rapport au devis, est-ce qu'au niveau financier, ça va pouvoir se mettre en place, de les aider du coup à monter les dossiers pour effectivement faire en sorte d'obtenir les financements. La phase de suivi de travaux, de planification et de suivi logistique des travaux pour effectivement accompagner la personne dans son projet. Et puis après, une phase de clôture pour effectivement permettre à la personne de pouvoir
euh, finaliser son projet, effectivement contrôler que le projet correspond bien au besoin initial, et puis après demander le solde pour effectivement que la personne puisse toucher les aides financières auxquelles elle aura eu le droit. Au niveau des différents acteurs, donc l'articulation, elle se passe de la manière suivante. Du coup, il y a le recours à l'AMO qui, du coup, est obligatoire dans le cadre de MaPrimeAdapt, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, aucun dossier ne peut être déposé sans, du coup, un recours à un assisteur à maîtrise d'ouvrage. Aujourd'hui, une grande nouveauté quand même, c'est que jusqu'à présent, le choix de l'AMO n'était pas toujours laissé au libre choix de la personne, puisque du coup, avec les PIG et les OPA, la personne avait le droit de passer, passait par le détenteur du PIG ou de l'OPA en exclusivité, et cet élément-là a été révoqué, et effectivement, désormais, la personne, si elle a déjà une personne avec qui elle fait un contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage, elle ne sera pas obligée de passer par l'opérateur du PIG ou de l'OPA. Et donc, effectivement, elle pourra avoir le choix sur les personnes qui sont habilitées effectivement sur son territoire. Effectivement, si par contre son AMO n'est pas habilité sur son territoire, même si du coup, on va dire que sur deux départements voisins, il y a une rue, c'est un département, et l'autre rue, c'est notre département, effectivement, si l'AMO est habilité que sur le département de droite, il ne pourra pas déposer un dossier sur le département de gauche. Donc voilà, du coup, par rapport à ça, et effectivement, du coup, sur cet élément, donc l'AMO, il va effectivement réaliser la visite à domicile et informer le demandeur du coup de l'ensemble du projet. Il va effectivement lui expliquer comment va se passer tout ça. Un élément important, parce que j'ai vu aussi ces questions, la visite à domicile ne peut pas avoir lieu en vidéoconférence, donc en distanciel. La visite diagnostique, que ce soit celle de l'ergo ou la diagnostic autonomie logement, doit se faire obligatoirement en présentiel au domicile de la personne. Voilà, et donc effectivement, lors de la visite à domicile, l'AMO prendra en compte les besoins de l'ensemble des personnes qui interviennent auprès du demandeur, et que ce soit aussi bien les personnes du coup familiales, mais aussi les aidants professionnels s'il y en a. Au niveau de l'intervention de l'ergothérapeute, du coup, en fonction de la situation du ménage, un ergo peut intervenir lors du diagnostic autonomie logement avec l'AMO. Et cette intervention d'un ergo, elle se fait toujours en complément du coup de cet élément-là. Et si le demandeur est déjà accompagné par un ergo, effectivement, il aura la possibilité de transmettre son rapport d'ergothérapeute. Et l'ergothérapeute peut effectivement faire la visite de l'ergothérapie, mais aussi le diagnostic autonomie logement. Du coup, effectivement, le rapport ne remplace pas le diagnostic autonomie logement, mais l'ergothérapeute peut être la personne qui va faire le diagnostic autonomie logement et du coup l'intervention de son rapport d'ergothérapeute. Donc voilà du coup sur cet élément-là. Et petite info euh, concernant le cofinancement. Effectivement, du coup, au niveau de ce cofinancement, il y a les différentes collectivités territoriales qui peuvent avoir des aides bien spécifiques, les aides nationales qui continuent d'exister, PCH, APA, etc. Donc tout ça, c'est cumulable par rapport au dispositif de MaPrimeAdapt. Les caisses de retraite en dehors de la CNAV et la CARSAT, puisque la CNAV et la CARSAT, du coup, ont leurs aides qui sont intégrées au dispositif MPA, et donc, du coup, n'ont pas la partie en lien avec on ne peut pas aller solliciter en plus la CNAV, CNAV CARSAT. Par contre, les autres caisses de retraite, oui, les caisses de retraite complémentaires aussi. Donc, les caisses de retraite complémentaires de la GER-Carco peuvent être sollicitées. Et puis après, associations, acteurs de l'assurance, acteurs bancaires, voilà, du coup, tous les types de cofinancement possibles à ce niveau-là. Et juste un petit élément à rajouter sur le crédit d'impôt. Mickaël l'a dit tout à l'heure, mais je le répète ici au niveau du financement. Donc, le crédit d'impôt est intégré dans la prime adapt. Donc, toutes les personnes qui sont éligibles à ma prime adapt ne pourront pas avoir le crédit d'impôt de 25%. Par contre, toutes les personnes qui sont à des revenus au-dessus des revenus modestes, donc ce qu'on est entre le 3e et le 9e décile ou le 10e décile au niveau des avis d'imposition, ces personnes-là pourront bénéficier du crédit d'impôt de 25% sous certaines conditions, voilà, qui sont des conditions beaucoup plus restrictives que sur comment dire, que ce qu'on peut avoir aujourd'hui au niveau de ma prime adapt, qui sont effectivement des critères qui sont quand même relativement larges en termes d'aide
qui peuvent être obtenus. Donc voilà, du coup, ce que je peux vous dire dans les grandes lignes sur cette partie. Et puis, du coup, il nous reste un petit quart d'heure pour répondre aux différentes questions. Voilà, donc je peux répondre aux différentes questions si vous en avez. Alors, il Merci y a beaucoup. beaucoup de questions que je vais du coup vous poser à tous les trois. Une question concernant les dépassements d'honoraires des AMO et des ergos. S'il y a des dépassements d'honoraires, déjà, est-ce que c'est possible et comment ça se passe à ce moment-là? En fait, c'est une base de remboursement, ce qu'a proposé l'ANA. 350, 600, 800. C'est une base de remboursement. Maintenant, un AMO qui veut facturer 400 le socle, 700 le complet avec Ergo, il a le droit de le faire. C'est une base de remboursement. Chacun est libre de ce qu'il souhaite. Et après, c'est au bénéficiaire de choisir avec les critères qu'il a choisis. Est-ce que c'est la qualité du service? Est-ce que c'est son prix? Est-ce que c'est les professionnels, enfin l'équipe qui constitue l'AMO? Le bénéficiaire est censé avoir le choix de son AMO. Alors, il y a des sujets entre les OPA et les PIG. On pourrait aussi en parler longtemps. Mais, euh, et après, la personne payera le surplus de tarif. Sur cette question du tarif, je continue avec les questions sur ce point. Est-ce que le tarif sera différent si l'AMO contacte un ergothérapeute en équipe mobile, un ergothérapeute salarié? Et je pense que sur ce tarif, il y a un sujet, hein. Un ergothérapeute qui serait intervenu auprès de la personne en sortie d'hospitalisation, par exemple, ou dans le cas d'un SAMSA, SAVS, peu importe. L'ergothérapeute, il est salarié d'hôpital, il est payé par l'hôpital pour réaliser cette intervention. La personne a son bilan, elle va voir l'AMO avec son bilan. Donc, il n'y a pas de rémunération par l'AMO de l'ergothérapeute. Un ergothérapeute libéral qui intervient, par exemple, dans le cadre de Bien chez moi, il a fait une intervention, il est payé par Bien chez moi, compte rendu, elle va voir son AMO avec son compte rendu. Très bien, l'AMO, il a un ergo qui aura été payé dans le cadre de Bien chez moi. Maintenant, l'ergo demande au bénéficiaire d'avoir un compte rendu ergo. Si la personne est suivie dans le cadre d'un service lambda, qui dit OK, on va réaliser ce bilan et on va vous rédiger le compte rendu, et ça fait partie de notre travail payé dans le cadre de notre service habituel. euh, L'AMO n'ira pas forcément rémunérer le service. Par contre, un service qui irait dire, moi, c'est une demande complémentaire et donc je facture ce bilan à l'AMO, à la personne, et donc à l'AMO, ça, c'est possible. Maintenant, la personne connaît un ergothérapeute libéral, passe par son ergothérapeute libéral. L'ergothérapeute libéral, il va donc facturer son intervention auprès d'un tiers qui est soit la personne, soit l'AMO. Donc après, on est sur des situations de gré à gré entre l'ergothérapeute libéral et l'AMO, ou entre le service et l'AMO. Donc après, en fonction des territoires, parce qu'en fait, c'est toujours le problème hein, quand on veut répondre à ce type de questions, il y a autant de situations que de territoires en fait. Donc c'est assez compliqué. Il va y avoir des éclats, par exemple, qui vont parfois faire des interventions dans ce cadre-là, qui vont faire un bilan et la personne ira avec ce bilan, donc il n'y aura pas de rémunération entre l'AMO et l'équipe éclat, par exemple. D'autres, ça va être un bien chez moi, d'autres, ça va être un libéral. Donc il y a autant de situations qui peuvent se présenter à nous, quoi. Donc c'est à chacun dans cette jungle-là, de pouvoir trouver la bonne voie. Du coup, sur la question très concrète, est-ce que l'ergo peut lui aussi faire des dépassements? A priori, oui. Après, il faut que ça soit accepté. Comme à chaque fois, d'ailleurs, on fait un devis avant d'intervenir, donc avoir la validation du devis. Les 200 euros, c'est la part qui est subventionnée par l'ANA. Après, on peut toujours demander plus ou même moins. Les Enfin, AMO aussi font des devis? Les AMO font un contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage qui, du coup, est signé entre la personne et l'AMO. Et pour les AMO qui sont dans la fonction publique, comment ça se passe? Parce que normalement, ils n'ont pas le droit de se faire payer par l'usager. Les Les AMO qui AMO dans sont la en fonction fonction publique, publique,
C'est-à-dire? Alors, voilà, précisez s'il vous plaît. Je ne connais pas. Du coup, je rebondis là sur les questions que j'avais notées auparavant. Est-ce qu'il y a un engagement qui est demandé aux AMO et aux ergothérapeutes par l'ANA? Un engagement de... Je suppose une sorte de conventionnement ou une lettre d'engagement, quelque chose d'un peu contractuel. J'imagine que C'est c'est ce l'AMO que... qui a un engagement avec l'ANA et ensuite l'AMO effectivement fait intervenir l'ergothérapeute par rapport à une mission sur un dossier précis. Mais effectivement, c'est l'AMO qui a une convention avec l'ANA en tant qu'opérateur sur chaque département sur lequel il travaille. Et nous, normalement, enfin, Bastien, Michael, reprenez, mais on intervient sous ordre de mission de l'AMO. Oui, enfin, C'est ça qui fait foi, qui fait contrat. c'est ça, effectivement. Enfin, en tout cas, chez nous, effectivement, il y a une convention de partenariat qui est mise en place et après, à chaque mission, il y a un ordre de mission qui est envoyé, enfin, qui est mis en place et qui effectivement indique l'attendu de la mission et le tarif de la mission. Alors, on a une précision par rapport à la question tout à l'heure. Donc, il s'agit d'une ergothérapeute en MDPH qui fait des préconisations pour des adaptations et aménagements de logements pour les personnes éligibles PCH. Et aujourd'hui, ils orientent l'ANA pour compléter les financements. Non, ils orientent vers l'ANA, bon, mais vers MaPrimeAdapt pour compléter les financements, notamment sur des éléments qui ne sont pas couverts par les financements PCH. Est-ce que dans ce cadre, le bénéficiaire va devoir financer le diagnostic de l'AMO, même s'il y a eu un projet rédigé par l'ergo de la MDPH? Mais Parce que l'AMO, il est obligatoire dans le cadre d'un dépôt, dans le cadre d'une demande de MaPrimeAdapt. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'AMO fera aussi un diagnostic autonomie logement. De toute façon, il y aura donc des questions à poser sur l'état du logement, l'humidité, la ventilation, l'état électrique. Donc l'AMO il doit aussi, dans le cadre de MaPrimeAdapt, s'assurer de cette mission-là. Donc il récupérera le compte-rendu ergo pour compléter son dossier. Mais attention, le compte rendu ergo qui a été fait dans le cadre de la MDPH et dans le cadre de la PCH vient pour une compensation de handicap et ne correspond pas forcément à la demande initiale, le motif de demande de travaux dans le cadre de MPA. Et dans ce cas-là, selon l'arbre décisionnel, il faudra surtout pas dire qu'il y a un compte rendu ergo qui a été fait dans un autre cadre, parce que peut-être que ça ne couvrira absolument pas la demande MPA. Oui, Il y aura l'AMO va s'assurer que ça répond bien au sujet tout à de fait, ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, aux c'est ça, travaux. exact. Tout à fait. S'il n'y a rien sur les travaux, il faudra refaire un bilan ergo sur le sujet des travaux. Est-ce que les préconisations des aides techniques peuvent être faites par les AMO ou comment rentre-t-elle à ce moment-là dans le cadre du dispositif MaPrimeAdapt si, quand l'ergo intervient, il s'aperçoit qu'il faut des aides techniques? Ce qu'on a dit tout à l'heure, en fait, ça ne regarde pas MaPrimeAdapt. Sur ma prime Donc, adapt, on nous attend sur des travaux, c'est ce que tu dis. alors, enfin, l'AMO, enfin, qu'on soit clair, hein, du coup, l'AMO, s'il ne fait pas intervenir un ergo, ne fera pas de préconisation d'aide technique, hein. Du coup, par rapport à cette partie, il est vraiment sur la question du cadre bâti, et c'est ce qu'il faut avoir en tête. L'ANA, c'est du coup pour des aides liées à des aides à la pierre. Donc, du coup, à partir du moment où on n'est pas dans le bâti, l'ANA effectivement, se désintéresse totalement du reste. Donc, tous les éléments d'aide technique, effectivement, sont, peuvent être mis en place et peuvent être proposés justement enfin, lors du passage de l'ergothérapeute. Mais effectivement, ça ne sera pas pris en compte dans MaPrimeAdapt. Et aucun financement ne pourra avoir lieu dans MaPrimeAdapt autour de cette question. Je pense que cette question est en lien avec un cas de figure un peu particulier qui rejoint une autre question. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des équipes justement qui, du coup, qui sont composées à la fois d'ergothérapeutes et qui ont un agrément AMO, donc qui peuvent faire intervenir des ergothérapeutes en amont, enfin, pouvoir articuler ces différentes prestations de conseil quelque part, quoi.
Ah bah oui, enfin typiquement les deux structures que l'on a avec Michael, Merci Julie et Bellavie, ont sont AMO sur les départements et ont des ergothérapeutes, soit en interne ou soit travaillent avec des ergothérapeutes pour faire ce type de mission. Donc, pour Il y a des répondre à une Solia autre également. question, oui, pardon, vas-y. Voilà. Moi, je dis il y a aussi des Solia qui peuvent en avoir, voilà, pour être transparent avec eux. C'est comme à la télé, Bastien, faut toujours citer plusieurs marques. Euh, donc, voilà, il y a des Solia. Après, il y a des structures comme Urbanis ou autres qui ont aussi l'habitude de faire appel à des ergots. J'imagine qu'il y en a parmi vous qui travaillez déjà avec. Ouais. Oui, et du coup, effectivement, les ergothérapeutes qui sont sollicités ne sont pas forcément libéraux. C'est pour répondre à une des questions. Si le contact se fait directement, enfin, si c'est l'ergothérapeute, par exemple, qui oriente le bénéficiaire vers le dispositif et donc vers l'AMO, est-ce qu'il ne risque pas de perdre la possibilité de faire son bilan ergo? En gros, la Non. question, c'est à double tranchant. On nous incite à orienter vers le dispositif, mais au final, on sait pas, on n'aura pas la garantie de pouvoir y intervenir. Rien n'empêche au bénéficiaire de dire qu'il a l'habitude de travailler avec un ergothérapeute et qu'il veut travailler avec celui-ci, mais l'ergo interviendra toujours après le passage de l'AMO. Après, pour répondre aussi à cette question, si il y a des ergothérapeutes qui ont ce sujet. Je pense que la question aussi de travailler avec des AMO locaux par rapport à leur territoire peut aussi permettre justement d'avoir cette relation pour permettre à ce que l'ergothérapeute, enfin, l'AMO fasse intervenir l'ergothérapeute qui a fait remonter le dossier. Enfin, de manière assez logique, effectivement, c'est quelque chose qui peut se faire. Voilà, il faut juste effectivement prendre contact avec les AMO du territoire pour échanger avec eux par rapport à ça. Et je pense que les AMO du territoire peuvent et pourront comprendre effectivement cette situation. Alors, il nous reste 4 minutes et on a encore pas mal de questions. On a une suggestion. Des postes d'ergo pourraient être directement financés par l'ANA pour MaPrimeAdapt, comme dans les dispositifs tels que les équipes d'appui, adaptation, réadaptation qui existent dans la région Pays de Loire. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas sûr que Bruno Le Maire soit totalement d'accord, mais on peut faire la demande. Non, mais enfin, encore une fois, tout est financier, hein. Les 200 euros, c'est financier. Voilà, enfin, à un moment donné, il y a un principe de réalité. Aujourd'hui, des structures comme l'ANA n'iront pas embaucher des ergothérapeutes en interne pour les avoir sur les bras pendant X années. Enfin, faut être clair. Pour les ergothérapeutes qui orientent d'habitude vers les autres dispositifs qui relèvent des communautés de communes, est-ce qu'il faut qu'ils changent ces habitudes et qu'ils orientent systématiquement vers MaPrimeAdapt ou pas? Il faut orienter directement vers les espaces conseils et les espaces conseils seront aussi réorientés en fonction du besoin. Alors, une autre question, quels sont les retours d'expérience qui sont demandés aujourd'hui? Est-ce que ces retours d'expérience, il ne serait pas pertinent qu'ils fassent plutôt remonter les problématiques en lien avec la mise en œuvre du dispositif? Donc, c'est ce qu'on fait, je pense. Alors, c'est peut-être pas encore organisé de manière nationale, Mickaël, au niveau. Après, on n'a que 7 semaines de recul, hein. Donc, enfin, là encore, on peut vouloir que ça aille encore plus vite, mais on n'a que 7 semaines de recul. Nous, déjà, on a fait remonter des dysfonctionnements qu'on peut avoir sur certains départements quand, notamment, des délégations ANA ne comprennent pas l'intervention de l'ergothérapeute, quand ils ne comprennent pas que la personne a le choix de son AMO, quand il y a des PIG, programmes d'intérêt général, et puis des OPA. Donc, c'est des programmes je le dis parce qu'il y a l'élément dans un chat sur ces opérations programmées sur l'amélioration de l'habitat. Et donc, tous ces dysfonctionnements-là, on les fait évidemment remonter. Si vous avez des problématiques sur les territoires très précises, bah, vous les faites remonter à vos associations. Et puis, bah, nous, on a les contacts directs au niveau de l'ANA, au niveau du ministère, et on fait remonter. N'hésitez pas. Alors, on a une dernière question parce qu'il nous reste 1 minute quasiment. Si après le passage de l'AMO, l'ergo intervient et qu'il voit que la situation peut être compensée par une aide technique toute simple, comment est-ce que l'ANA se positionne?
Ah. Eh ben, l'ANA, elle est là pour financer les travaux. Là aussi, il ne faut pas être naïf. Cette prime, si elle a été prise en main par le ministère du Logement, c'est aussi pour financer des travaux et donc aider une filière du bâtiment. Voilà, il faut qu'on se le dise. Donc, une personne qui va faire une demande, à partir du moment où l'AMO jugera qu'elle est valide, c'est de la prévention primaire. On peut dire que la personne le fait pour plus tard. Eh ben, l'ANA validera son projet. Ok, alors on a encore des questions auxquelles on n'a pas répondu, mais malheureusement, il nous reste 1 minute. Ce que je vais faire, c'est déjà vous dire que ce webinaire sera en replay et puis reprendre toutes les questions et surtout les réponses qui ont été apportées par les uns et les autres pour en faire un fichier qu'on mettra à disposition. Merci à tous ceux qui ont répondu dans le fil du chat et dans le fil des questions et réponses, parce qu'effectivement, il y avait énormément de questions et réponses. Donc, on va s'occuper de diffuser ça le plus largement possible. Merci à vous tous. Merci, très bonne journée. Merci. Merci Fanny. Merci, bonne journée.